Voilà. J'ai oublié mon micro. Donc je disais, coucou Véro, coucou Xo, coucou Caro, coucou Camimi. Est-ce que vous allez bien? Et je disais que justement, je me doutais bien que c'était quelqu'un qui avait l'habitude de suivre mes streams, vu que tu avais le diamant VIP. Donc je me suis dit, c'est quelqu'un qui a fait un René. Et non, je ne suis pas habillée en Mère Noël ce soir. Vous attendrez lundi pour me voir en Mère Noël. Voilà. Ah, lundi, je vous promets, je mets mon bonnet de Noël. C'est Xo Kawaii, c'était son pseudo. Donc c'est qu'il avait hâte de voir ça. Ah mais je l'ai ici, hein, mais il a plus de pompons, il a perdu son pompon. Je sais pas ce que je vais lui mettre à la place du pompon, mais il a perdu son pompon. Je pense qu'il y a un chat qui a dû jouer. Ah, coucou Stella. Alors oui, aujourd'hui je vais vous raconter des histoires. C'est exactement ça. Ah. Sushi pour ma passion pour le Japon, betterave pour la betterave du Schnorr, oui. Il rend bien le tableau derrière. Écoute, je l'avais mis là-bas au départ, tu vois, où il y a mon gros dragon. Je l'avais mis là, mais en fait, il détonnait dans la présentation de l'arrière-plan. Je trouvais que, en fait, ça n'allait pas du tout avec le drapeau, avec l'arbre de vie, etc. Je trouvais que ça allait vraiment pas. Et du coup, je les ai interposés et je l'ai mis là. Et je trouve que là, il donne super bien parce que comme il n'y avait rien du tout, que c'était juste la couleur à cet endroit derrière, je me suis dit, je vais le mettre là. Là, tout le monde le voit. Il est super bien mis. Donc voilà, il a sa place dans mon deck de stream. Donc voilà. Donc je trouve aussi qu'il donne super bien. Coucou Emma. Oui, et la lumière reflète bien sur le doré. Oui, et c'est la lumière. Coucou Ryan. C'est la lumière des LED parce que tu vois où il est à cette hauteur-là, il y a les LED qui sont de la même couleur pour l'instant, puisque pour le moment je suis dans mes effets violet et rose. Après, quand je mettrai une autre couleur, je serai curieuse de voir ce que ça va donner. Euh, Mon pendentif m'a rien coûté. J'ai eu 150 € de carte cadeau Amazon via un panel de consommateurs et il vient de Milan. Il est joli. Il est vraiment joli. J'ai été commenter ta photo. Coucou Rayanou. Donc, comme je vous l'ai dit dans le Discord, normalement aujourd'hui c'était l'analyse de l'enquête. Sauf que problème personnel étant là, je me suis cantonnée à quelque chose de plus raisonnable. Je me suis dit après, on fera de toute façon un sujet lundi, hein, c'est aucun problème. Et comme Tony sera probablement là, puisque pour Noël, il ne s'en allait pas, eh bien lundi, on fera aussi un live à thème. Vendredi prochain, on fera l'analyse et je pense que le lundi du Nouvel An, donc le lundi 31, je pense que je ferai la deuxième analyse. Sauf si vous me dites, ah mais non Lily, parce que on risque d'être en famille, etc. Alors à ce moment-là, je le ferai le vendredi et ça sera clôturé. Ah non, le vendredi, ça va pas. Euh,
Ou alors on changera, on trouvera bien pour le faire parce que je veux absolument avoir terminé les analyses 2023 pour commencer les nouvelles enquêtes 2024. Le 31, je suis chez moi avec mon chat, il n'a pas envie de faire la fête. Donc oui, ce que je vais peut-être faire vendredi prochain, c'est qu'on fasse la grosse analyse, vous savez, de la dernière enquête que je n'ai pas encore montée et que du coup je monterai ce week-end. Et que le 31, on fera l'analyse de l'enquête qui a eu lieu ici, à la maison. Oui, mais ça c'est clair. Il y a plein de choses sur ça, Oxo. Euh, Moi non plus, je bouge pas. D'ailleurs, pour vous dire, aujourd'hui, je devais absolument sortir et vraiment pas loin, au carrefour plus loin que chez moi. J'ai trouvé mon gâteau qui était bon jusqu'au 24. J'ai dit, ah, c'est nickel, allez, hop, embarqué. Donc cette fois-ci, je suis tranquille, je ne dois plus sortir pour les fêtes de Noël. J'ai tout ce qu'il me faut. Mes courses sont faites, mes animaux, j'ai tout reçu, mes colis, tout est arrivé. Donc je ne dois plus m'inquiéter. Je me demande si le Père Noël n'est pas alien lui non plus. Allez savoir. Allez savoir le mystère. Ne sommes-nous pas des aliens, nous aussi? J'ai fait les mêmes courses, c'était l'horreur. Alors que moi, j'ai fait mes courses lundi et j'avais tout prévu. Mais vraiment, mais tout de chez tout, hein. Je te promets que j'avais tout prévu. Sauf que le gâteau, à moins de manger de la glace, etc. Mais moi, perso, ça me hype pas. Donc, il me fallait quelque chose de normal, quoi. Et comme j'ai un four normal, mais je n'ai pas un grand four, vu qu'il a rendu l'âme, c'était même pas possible que j'envisage de faire la pâtisserie moi-même. Donc, du coup, j'ai laissé tomber l'idée très vite. Et je me suis dit, on va se prendre genre tarte au riz ou tarte au flan, un truc comme ça. Et du coup, j'ai trouvé, j'ai dû aller à Auchan samedi dernier. Je me suis payé une crise d'angoisse suivie d'une grosse migraine. Ça m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Après, moi, personnellement, je prends au drive. C'est terminé de m'empoisonner euh, la vie dans les magasins. Tu ne kiffes pas les gâteaux de Noël. Alors, je déteste la pâte au beurre, tout ce qui est à base de beurre, de café, etc. Bark. Ah non, je ne peux pas. D'accord. Moi aussi, je vous mettrai des photos de ce qu'on mangera pour Noël, tous les deux. Hmm. Ah oui, c'est juste, t'as conduit ta maman. Non, tout ce qui est, ouais, voilà, les mochas et tout ça, moi, je peux pas. Je peux pas. Après, Fabienne avait mis une super recette de vacherin que je ferai sûrement en été. Ouais, voilà, ça, je peux pas. Moi, je peux pas. Ça m'écœure de trop. Euh, que je ferai sûrement en été, voire au printemps. Mais, euh, mais là, c'est froid en fait. Et je suis pas trop portée pour le froid en hiver. Donc, une tarte, c'est très très bien. Ah, mais ça m'étonne pas, hein. Ça ne m'étonne même pas. Et le monde, les voitures qu'il y a, oh là là, oh non, 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 franchement, je suis bien contente d'avoir prévu mon coup. D'ailleurs, ma voisine qui habite en face, aujourd'hui, faisait ses courses pour Noël. Elle m'a dit, il y a des trucs que je trouve pas. Mais c'est normal, c'est trop tard. Oui, la forêt noire, oui. J'aime bien, mais je suis vite écœurée.
Oui, c'est ça, le bruit, les énergies des gens, ceux qui sont énervés, ceux qui sont hype, ceux qui sont mal tournés. Non, 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 c'est pas pour moi tout ça. Lundi, quand j'ai été aux actions, j'ai profité d'un moment où il faisait calme. Je me suis glissée dans le magasin. J'ai pris ce que j'avais à prendre. Je suis passée en caisse et vite. Après, j'ai été chercher mes baguettes et tout ça, hop, pour mettre au congélateur. Et puis voilà. Oui, mais moi, vous mourrez pas à Auchan. Vous pouvez oublier Auchan, Leclerc, etc. Non, il faut aller à Valenciennes déjà. Et non, 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 non. Oubliez. Il faut que je prenne l'autoroute, il faut que je vois plein de monde sur l'autoroute. Et c'est l'enfer. C'est d'ailleurs pour ça que nous recommencerons seulement les enquêtes, c'est ce que je vous ai dit, quand les fêtes seront calmées. Donc après la semaine du 5 janvier, donc je verrai avec Mimi si on fait ça le lundi. Le lundi, attendez, je vais regarder mon calendrier parce que tu m'affiches pas le mois de janvier, chouchou. Euh, voilà. Je ne sais pas si on fera donc ça le 8 ou le 15, mais je pense que le 15 ce sera très bien parce que là vraiment tout aura repris, même l'école, etc. Donc attendez, parce que j'essaye de retirer mon calendrier, mais non, j'y arrive plus. Euh, Tic, voilà. Eh ben, tu as bien raison. Écoute, quand on n'a pas les moyens, on n'a pas les moyens. Voilà. Pas de cadeau de Noël, pas de cadeau de Noël. C'est tout. Ah, j'ai un truc qui a bipé sur mon PC. Qu'est-ce que cette diablerie encore? Exactement. Il y a des priorités et il faut vivre toute l'année. Il faut vivre tout le mois jusqu'à la fin du mois de janvier. Donc c'est bien beau les fêtes, mais nous on va manger une raclette. On a déjà tout prévu et puis voilà, on n'a rien fait en exagération. Et on fera probablement exactement la même chose pour les fêtes de fin d'année. On est à deux, un petit verre de mousseux, et puis l'affaire elle est faite, voilà. Ouais, je me doute, Caro. Je me doute bien. Après, je pense que ça va se décanter pour toi. Ça va se décanter pour toi avec le boulot. Donc ça va aller. Ah, mais tu sais que nous, quand on se fait des cadeaux avec mon mari, en général, on se consulte. Il sait ce que moi j'aime bien, moi je sais ce qu'il aime bien. Donc, du coup, on interchange. Et puis, bah, c'est pas très compliqué à savoir ce que lui il aime et ce que moi j'aime. Bienvenue à toi, Ligrade GG. Bienvenue à toi sur le live. Donc, ce soir, nous allons parler des légendes de Noël. Alors, je vous ai repris deux légendes qui vont ensemble. Euh, Bonsoir et bienvenue à toi. Alors, aujourd'hui, on est un petit peu sur un format différent parce que souvent, le vendredi, on est sur des histoires un peu paranormales ou sur des analyses d'enquête. Mais là, je me suis la légende, c'est moi. Donc, du coup, on est parti sur une histoire de légende. Mais après, tu verras qu'au mois de janvier, on est axé quand même pas mal à tout ce qui est ésotérisme, tout ce qui est paranormal. Il y a du gaming, mais juste le mercredi soir. Après, moi, je suis pas une pro gameuse, donc je fais vraiment des lives chill au niveau du gaming. Là, il y a pas mercredi, on était sur du Disney. Non, pas du tout. Alors, c'est pas du tout mon style de jeu. Euh,
J'ai commencé avec du Little Nightmare et en fait, ça m'a fait péter les plombs parce que je suis une rageuse. Donc il me faut des jeux très cool. Donc on reprendra les rooms. Il y a House Flipper qu'on a fait. Disney Dreamlight Valley. Des gens. Little Nightmare, c'est flippant. Mais en fait, j'adore les jeux flippants. Alors non, GTA, là, vous pouvez oublier. Hein, GTA, c'est le rayon de mon mari, c'est pas du tout le mien. Donc non. Mais ma chaîne n'est pas axée au gaming. Hein. Ma chaîne, elle est axée au paranormal et à l'ésotérisme. J'ai vu un voyant à la TV qui disait qu'en 2024, on aurait la visite des extraterrestres. Il faut vraiment que je vous fasse un live sur le projet Bluebeam et je vous le promets, on le fera. Avec Little, la tension montée au moins. Non, tu crois, Véro? Bon, allez. Donc, je vous disais que nous étions. On allait partir sur les légendes de Noël, mais sur deux légendes qui sont similaires. Il y en a un autre qui dit que ce sera en 2028. Ça me dit quelque chose, ça. C'est une projection holographique dans le ciel. Alors, il y a. On va pas tout parler maintenant, mais oui, il y a la projection déjà de la Lune dans le ciel, en effet. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le fait que, en fait, on voit d'un seul coup plein d'extraterrestres de partout, alors que avant, chaque témoignage qui a été donné de personnes qui avaient vu des extraterrestres était toujours considéré comme étant fou. Rappelez-vous, on a vu l'histoire de Pierre Monet et plein d'autres personnes qui ont été en contact avec des extraterrestres, dont certains qui ont même vécu l'abduction et qui ont été traités de fous. Et comme par hasard, au jour d'aujourd'hui, eh bien, ça semble normal. Et c'est ça justement le projet Bluebeam. On en parlera en stream, je vous promets. Puis on nous fait croire plein de choses et en plus c'est gros, plus ça passe et plus ce sera une bonne façon de mettre la population à genoux. Je suis d'accord. Bon, donc je vous disais que les deux légendes que je vous ai prises, dont on va parler au début, parce qu'il y en a une troisième qui est espagnole. Les deux premières que je vous ai prises, ce sont des légendes qui se passent en France. Et ce sont des légendes qui sont liées les deux les unes aux autres. Ça se passe en Alsace. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi, Caro. Et la première, c'est celle de Hans Trapp, qui est le père fouettard alsacien. C'est une légende qui est inspirée d'un personnage réel, parce que cette histoire, elle existe vraiment. Euh, c'est ça, Ryan. Donc si le Père Noël et le Père Fouettard sont connus dans toutes les régions de France, même chez nous en Belgique, hein, avec Saint-Nicolas, l'Alsace passe les fêtes de fin d'année avec trois personnages de légende. Donc il y a la Saint-Nicolas, comme nous, le saint patron des enfants, Kindle qui distribue les cadeaux aux petits. Et enfin, Hans Trapp qui est l'équivalent du père Fouettard. Or, ce dernier, il a véritablement existé. C'est ça, Véro. Donc, la véritable histoire de Hans Trapp débute au XVe siècle dans un château de Berwartstein. Alors, excusez-moi pour la prononciation.
qui se situe dans le Palatinat. Et ce château se trouve à quelques kilomètres de Wissembourg, aujourd'hui en Alsace, et qui appartenait à cette époque-là au Saint-Empire romain germanique. Et c'est en 1450 que le prince électeur va acquérir le château de Berwartstein et ses dépendances, bien évidemment. Et en 1480, il va l'offrir à Hans von Trotta. Et ce cadeau, il va le faire en récompense justement à sa loyauté. On ne se fout pas de moi. Mais l'ancien propriétaire du château, l'abbé de Wissembourg, ne l'entend pas de cette oreille-là et il va protester. C'est le château de Wolfstein. C'est encore un autre. Il va protester et il va estimer que la vente du château de Berwartstein n'avait pas été régulière et que les moines appartenant que les moines qui apprenaient que leur château avait été offert à un chevalier étranger demandent donc au prince de revenir sur sa décision. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Verrou. Comme ça. Tac. Ainsi. Voilà. Wissembourg. Mais ce dernier, au contraire, va confirmer avoir donné le château à Hans et le chevalier veut alors se venger des chicaneries des moines. Et il fait construire un barrage sur la hauteur qui traverse tout Wissembourg. Ou Wissembourg, comme vous voulez. Lily en perd ses mots, c'est exactement ça. Et donc, il va faire construire ce barrage et le lac de retenue va inonder alors les terres de l'abbé et les moines vont protester de plus belle, bien évidemment, demandant la destruction du barrage. Hans va les prendre au pied de la lettre, il va détruire le barrage et les eaux vont recouvrir alors tout Wissembourg, provoquant d'immenses dégâts dans la cité alsacienne. Tes souhaits. Pour obtenir réparation, l'abbé va demander de l'aide à l'empereur du Saint-Empire germanique. Et celui-ci, il ne va pas agir et donc il va se retourner vers le pape. Puis, après 8 années de plainte, le pape Alexandre VI va enfin accéder à sa demande. Sushi, mon clavier qui fait sa vie. Toi et ton orthographe. Oui, mais bon, c'est vrai que parfois les claviers choisissent les mots qu'on a envie. Qu'ils ont envie, plutôt. Donc, il va convoquer Hans devant le tribunal de Rome et le chevalier va refuser d'obtempérer et il va répondre à la convocation tout simplement en faisant une lettre, en exprimant sa fidélité envers l'Église, mais accusant aussi le pape d'immoralité. La réponse donc du pape va être sans appel et Hans va être excommunié, ce qui ne l'émeut pas du tout. Il n'en a rien à faire du tout. L'excommunion est abolie 2 années après la mort du chevalier,
qui va s'éteindre le 26 octobre 1503 dans le château de Berwartstein. Et la légende va faire ensuite le reste. Donc, qu'est-ce qu'on raconte justement dans cette légende de Hans Trapp? En fait, à l'image du prince Vlad III Bassarab, qui est devenu le Dracula de la légende, le chevalier Hans von Trotta devint Hans Trapp à mesure que la légende va s'emparer de la vérité historique pour en faire une histoire qui fait peur aux enfants. J'ai écrit comme je cause. Et les habitants vont raconter que Hans pillait et avait vendu tout simplement son âme au diable et qu'il mangeait de jeunes enfants. Donc son nom va se transformer en Trapp, mot qui vient de trappen, qui est un verbe allemand qui signifiait faire du bruit en marchant. Et du coup, Hans von Trotta va s'appeler Hans Trapp, tout simplement. Il faut savoir qu'en Alsace, il y a énormément de noms et tout, c'est vachement germanique, donc il y a des consonances très allemandes d'ailleurs, ils sont à la limite de la frontière allemande. Donc, du coup, comment est-ce qu'on peut voir Hans Trapp? Eh bien, c'est tout simplement, selon la légende, il paraît qu'il erre dans la forêt qui entoure le château. Toutefois, si vous voulez être sûr de le voir, eh bien, il faut vous rendre à Wissembourg à la nuit tombée, le 4e dimanche de l'Avent. Ah ben oui, l'Alsace et la Lorraine ont été récupérées il n'y a pas si longtemps que ça par la France, c'est ça. Les moines y ouvrent une procession, bientôt suivie par des jongleurs de feu, par des musiciens. Et enfin, Hans Trapp apparaît et demande aux enfants s'ils ont été sages. Il est suivi d'un chariot sur lequel se trouve une cage remplie d'enfants qui sont faits prisonniers. Ils sont heureusement sauvés par la gentille Christkindl et la fête se termine par le feu d'artifice pour faire fuir tous les croque-mitaines. Et justement, c'est parce que nous avons parlé de Hans Trapp, que nous devons en parler de Christkindl. Il y a encore beaucoup. Moi, je connaissais quelqu'un qui habitait en Alsace. Après, j'y étais. J'ai été en Alsace avec Audrey LMP, mon amie Audrey, pour rencontrer Alex, enquêteur. Pour ceux qui l'ont connu, Choupi n'est pas là, mais elle l'a connu. C'était un très très bon enquêteur qui, hélas, il a raccroché. Et on avait été le rencontrer en Alsace. On était à plusieurs pour faire les trucs comme Jojo il faisait dans le temps. Vous savez, on vous met dans un endroit, vous devez trouver des indices et si vous trouvez tous les indices, eh bien vous sortez de l'endroit. Comment ça s'appelle encore Oui, c'est pas faux, Caro. Après, la légende, elle existe toujours en Alsace, hein. C'est une légende qui est persistante, un peu comme chez nous avec Saint-Nicolas et le père Fouettard qui faisait peur aux enfants. Voilà, merci. Des escape games. Il avait eu un château qui avait été vendu à un Belge et à Thann. Donc l'endroit c'est à Thann en Alsace.
Et on s'était tous rendus là-bas. Et on avait fait un escape game et on avait passé la soirée dans le château parce qu'il vivait des faits paranormaux dans le château. Donc Alex avait été avec Solène la veille pour faire, la veille ou l'avant-veille, je ne sais plus, faire une enquête para. Mais comme le propriétaire avait ouvert un escape game, eh bien, il avait réservé l'escape game pour quelques-uns d'entre nous. Et on était ces modos à l'époque. Il y avait Audrey, il y avait Magali, il y avait Elisa, une amie à Solène et du coup, ben, moi, voilà. Et on avait fait la route avec Audrey de Paris jusque là-bas en voiture de nuit. Je vous raconte même pas, c'était un week-end infernal. Mais tout ça en plein mois de novembre, en plein grand froid. Mais on avait passé un super week-end, ça s'était vraiment très bien passé. Et donc c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup, il y a des endroits où il a été faire des enquêtes justement en Alsace, où ils ont eu des contacts, énormément de contacts avec des soldats allemands ou des personnes décédées pendant la guerre parce que justement, ben, c'est vraiment très frontalier avec l'Allemagne. Donc, je vais éteindre mon chauffage parce que j'ai un coup de chaud. Et j'arrive parce que il y a Jim qui veut sortir. Toujours aussi imperturbable, lui, hein. Lol. Donc voilà. Alors, le Christkindl, dans le tourbillon chanté des fêtes, c'est une étoile qui brille avec une lueur toute particulière parce que ce personnage céleste, non, il perd pas ses coutumes, exactement. Parce qu'il incarne l'enfant Jésus sous les traits d'une jeune fille qui est pleine de grâce. Donc vous imaginez une scène complètement féerique avec des flocons de neige qui dansent au rythme des chants des anges. Et soudain, il y a une traînée d'étoiles filantes qui apparaît et soudain, on peut la voir. C'est une figure assez délicate euh, et elle laisse des flocons derrière elle lorsque elle avance. Elle porte sur ses épaules la magie de Noël, saupoudrée d'une pincée de mystère et une jolie dose de candeur. Donc avec sa baguette magique, c'est un peu ça, oui. Xo. D'ailleurs, j'ai une petite vidéo à vous montrer là-dessus. Avec sa baguette magique, elle va transformer les rêves en réalité et elle va insuffler un soupçon de poésie dans l'air hivernal. Accrochez vos chaussettes avec soin parce que elle arrive et elle apporte dans son sillage une aube de joie, de merveille et de biscuits de gingembre. Et soudain surgit face au vent le vrai héros de tous les temps, Bob Moran, contre tous les chacals l'aventurier, contre tout guerrier. Coucou Nordine. Alors, l'étymologie de ce nom provient tout simplement d'une abréviation allemande de Christus als Kind. Euh, Tout traduit, ça veut dire l'enfant Christ. Dans d'autres territoires germanophones, on rencontre des orthographes voisines telles que Christkindla, qui se dit Son Goat, ou Christkindl, notamment en Autriche par exemple. En Lorraine germanophone, ben, cette figure-là est appelée Christkindche.
Donc il y a plein de consonances, même au niveau luxembourgeois, c'est encore plus compliqué. C'est crèche, un machin comme ça, hein, vous avez compris. Et ce dernier nom étant également utilisé, donc comme je vous le disais, au Luxembourg. Kinder enfant en allemand. C'est un peu ça, oui, c'est un peu ça. Je peux vous l'écrire dans le chat, hein, mais le dire, bon, je sais que j'ai fait de l'allemand, un peu d'allemand, mais je sais que j'écoute beaucoup Rammstein, mais c'est quand même compliqué. Voilà. Hein, Kinder, c'est pas chocolat. Mais il faut savoir que de toute façon, les différences des nominations témoignent de la richesse linguistique et vraiment culturelle qui sont associées justement à travers toutes ces régions germanophones. Mais il faut savoir que le pays d'origine de cette histoire-là, c'est le sud et l'ouest de l'Allemagne, l'Autriche, euh, en Suisse aussi alémanique, en Alsace bien évidemment, au Luxembourg, en Lorraine germanophone et en Moselle germanophone, comme tantôt le spécifiait Caro quand elle parlait de la Lorraine. Donc le Christkindl, c'est une incarnation féminine de l'enfant qui prend forme à travers une jeune fille qui est représentée sous les traits d'une certaine délicatesse d'une fée et la bonté d'un ange, tout simplement. Donc ces traits sont très fins. Euh, ils sont dessinés sous le visage d'un ange, empreint de douceur, tandis qu'elle avance avec une grâce inégalée, répandant la bienveillance, l'enchantement sur son passage, et elle est la source vivante de la lumière, illuminant l'espace et la présence radieuse et évoquant une jeunesse éternelle. Vous remarquerez encore avec ces deux histoires, ce n'est pas terminé, que nous avons encore cette histoire avec Anstrap et la Christkindl, l'équivalent du côté sombre et du côté lumineux. Elle représente le côté lumineux des histoires de Noël pour le même endroit et lui représente le côté sombre de l'histoire de Noël et on les réunit ensemble parce qu'il y en a un qui fait peur aux enfants et un qui ne fait pas peur aux enfants, qui est là pour apporter beauté, joie de vivre, douceur, etc., etc. Elle est vraiment l'incarnation de l'élégance céleste. Elle est revêtue en général d'une très longue robe, d'une blancheur complètement éclatante pour justement représenter la pureté. Le yin et le yang, c'est ça, Caro. Sa couronne évoque la symbolique de l'Avent, agrémentée de 4 bougies qui représentent la progression de la lumière. Et là, on en revient à Yule, justement, puisque Yule représente la propagation aussi de la lumière, puisque nous passons d'une période sombre dans une période qui commence à être plus lumineuse, exactement de la même façon. Encore une alien, ça c'est un aide venant des étoiles. Tout en demeurant fidèle au blanc et à l'or, eh bien, avec sa longue chevelure claire, elle évoque donc une fée qui est remplie de bienveillance, qui répand la magie de Noël à chaque pas qu'elle fait. Elle prend donc un bâton orné d'une étoile qui est prête à disséminer la féerie des fêtes. D'ailleurs, je vous rappelle que bien souvent, les petites filles qui se déguisent en fées ou quoi, eh bien souvent,
elles ont, je me rappelle, ma fille en avait une, elles ont cette épée avec cette étoile au centre qui s'allume. Elles appuient sur un bouton, ça fait un petit jet de lumière et hop, l'étoile s'allume. Eh bien, en fait, c'est déjà repris de ces histoires-là. Juste qu'on n'en parle pas assez, on n'en parle pas assez. C'est pas tellement connu. Enfin, en tout cas chez nous. Nous, chez nous, on parle beaucoup de Saint-Nicolas qui fait le bien et du Père Fouettard qui est son acolyte et de l'âne, bien évidemment, qui apporte les cadeaux par la cheminée. Mais on ne parle pas d'une personne féminine. Donc vous voyez que malgré tout, il y a des choses qui sont ancrées dans les mœurs et qui le restent. Mais il y a tellement de légendes dans chaque région aussi. Oui, c'est ça, exactement. Donc, il faut savoir qu'elle est mystérieuse, généreuse, elle fait son apparition magique le soir de Noël et elle porte avec elle la tradition des cadeaux festifs. Oui, dans certains endroits, Saint-Nicolas est plus important que le Père Noël. Chez nous, en Belgique, c'est le cas. Chez nous, c'est plus, c'est l'Hermoun, c'est plus la Saint-Nicolas que la Noël. Quand j'étais jeune, comme Anxo, mes parents me faisaient un cadeau pour la Saint-Nicolas et bien souvent j'avais Noël, la nouvelle année et mon anniversaire qui étaient groupés. Vu que je suis née début janvier, eh bien forcément tout était groupé. Donc j'avais un cadeau pour Noël, Nouvel An et mon anniversaire. Non, ils sont tout en rouge chez nous, les Pères Noël. Les Pères Noël, oui. Bien sûr, Caro, bien sûr. Après, ça, c'est certains parents, euh, certains parents croient, font croire plus aux enfants à Saint-Nicolas et d'autres au Père Noël, soit en aux deux, tout simplement. Ça, c'est vraiment selon les croyances des parents et ce que l'on a envie que nos enfants voient. Oui, c'est le 5 janvier, ton anniversaire, Val. Chut. Et en plus, c'est un vendredi et nous serons tous en stream. Donc voilà. Ce sera, c'est vendredi prochain déjà. Oui, c'est à cause du Coca-Cola. Oups. Sinon, oui, c'est vrai. À la base, le Père Noël, il est vert. Et le Saint-Nicolas était rouge. Tout simplement. Et Coca-Cola a fait la pub en mettant le Père Noël en rouge. Sinon, les lutins de Noël, ils sont verts. Oui, le Père Noël, c'est le Grinch. Exactement. Mais si vous voulez, on peut en parler lundi. Tu crois vraiment que ton anniversaire passerait inaperçu, mais c'est mal nous connaître, Lily. Ah, donc quand j'étais petit, je me rappelle avoir vu un Père Noël vert en Belgique. Oui, tout à fait. Tout à fait. Hmm. Flûte alors, je pensais que ça passerait plus inaperçu que ça. Vous êtes vachement bien informé à l'avance, n'empêche. C'est bizarre cette histoire. Autrefois, donc au milieu des années 70, le Christkindl faisait des visites à domicile aux enfants alsaciens, créant justement une atmosphère encore plus féerique. Cependant, en fait, il est impératif de ne pas trop, de ne pas la surprendre justement, parce que la légende veut que son souffle puissant puisse éjecter les yeux des enfants de leurs orbites tellement ils vont être subjugués. Donc, il y a quelques décennies, les enfants alsaciens
laissaient leurs dessins et leurs bulletins à la fenêtre entr'ouverte, dans l'attente du moment où soudain la clochette allait tinter, annonçant tout simplement la magie de Noël. Le Christingle, en plus de ses activités généreuses, se transforme également en guide bienveillant, montrant le chemin au petit enfant terrifié par l'arrivée du redoutable Anstrab, justement, dont on parlait tout à l'heure. Ah, faut pas lui donner du dentifrice pour ça. Moi, c'est le 9 février et moi le 6 février. Hmm. Notez-moi tout ça, hein. 9 février pour Xo, 6 février pour Caro. Notez. Hmm. D'où le fait que le Père Noël, à son arrivée, on a toujours le truc de la clochette. Les clochettes, c'est repris aussi de cette histoire-là. Mais si vous voulez, on s'attardera sur l'histoire du Grinch et tout ça lundi, sur l'origine du Père Noël, etc. On peut faire tout ça lundi avec Tony. Véro les grelons. Les grelots. Chez nous, on appelle ça pas les grelons, on appelle ça les grelots. Les grelots avec un T. Voilà. Donc on fera ça avec Toto. D'ailleurs, Caro, je voulais te féliciter pour ton clipage parce que il s'est mis ton clipage il s'est mis j'ai vu il s'est mis dans les allez, comment on appelle ça encore? Attendez, je sais pas si je vais le voir parce que je suis en live. Il s'est mis dans les clips principaux. Non, de vraies petites clochettes, celle-là, ça coûte une blinde. J'en prends soin depuis des années. C'est trop précieux. Oui, les petits, ceux que on clique dessus, c'est ça? Comme avec une pince. Oui, le premier clip que tu réalises, eh bien, il a été mis direct. Ah, ça m'a trop fait rire. Quand j'ai vu ça tout à l'heure, ah oui, voilà, les clips à la une. Quand j'ai vu que dans les clips à la une, c'était le clip que tu avais fait, j'en pouvais plus. Je suis une réalisatrice née. C'est exactement ça. Ça m'a trop fait rire. Je me suis dit, lui qui disait, ouais, mais il faut pas le reprendre, etc. Et je l'ai envoyé à Philippe. Mais je pense que vous auriez pu en faire plusieurs de clips, même ce jour-là. Moi, j'ai dû garder tout mon sérieux, hein. Parce que sinon, si je garde pas mon sérieux et que je dérive sur ces bêtises, après, moi, j'oublie où j'en suis, hein. Donc voilà, je voulais te le dire. Ah mais là, franchement, on pouvait pas ne pas clipper. Tu m'étonnes. Je l'ai enregistré là tout à l'heure. Je l'ai enregistré dans mon PC. Par contre, si quelqu'un a la rêve du pourquoi on met les cheveux d'ange dans le sapin, je prends merci. Je regarderai. Je pense que c'est par rapport au fait, si mes souvenirs sont bons, les cheveux d'ange, je crois que c'est relié justement aux anges. Parce que dans le côté chrétien de l'histoire de Noël, il y a ce côté ange, on appelle les anges pour avoir la beauté, le côté bienveillant, etc. Je pense que c'est lié à ça. Nous, on en mettait sur notre sapin. D'ailleurs, c'était un truc qui grattait à mort après. Et c'était très doux, très joli.
Mais je regarderai, Véro. J'en prendrai note. C'est pas un secret d'État pourtant. Écoute, je vais le noter. Je vais le noter ainsi quand je regarderai pour faire le live de lundi. Attends, hein, je prends mon carnet. Hop. Alors, donc, les gens du Père Noël et du Grinch, donc, et cheveux d'ange. Voilà. Euh, lundi, nous serons le 25, Lily, voyons. Voilà. Qu'est-ce qu'elle dit, Caro? Viennent danser la nuit autour du sapin, ceux qui laissent des traces. Oui, je me semblait bien que ça va avoir avec les anges, hein, mais je me rappelle plus trop. Et ça fait des années en plus que je mets pas de cheveux d'ange, j'en mettais avec mes parents, donc ça date déjà de quand j'étais enfant. Et là, cette année-ci, j'ai pas fait du tout, du tout, du tout de sapin de Noël. Déjà parce que bah, j'ai déjà un chat. Hein. Hein, vous savez comme moi, l'amour des chats avec les sapins de Noël. Après, j'avais regardé pour une composition avec une bûche. J'aurais bien voulu avoir une bûche, vous savez, en bois creusée avec des branches de sapin et des boules, etc. Quand j'ai regardé les prix et que j'ai vu que ça coûtait 20 €, moi j'ai laissé ça là. C'est pas obligatoire, donc oui, mais bon, mon chéri il aime bien, mais après c'est vrai que c'est joli. On met les lumières, etc. C'est vrai que c'est joli, mais je mettais que ça, hein. Moi, je suis pas une grande décoratrice. Je mets pas 50 000 trucs. Mais le fait justement de la bûche avec les branches de sapin, etc., bah, ça m'intéressait puisque c'était quand même relié à Yule. Et du coup, bah, c'était le côté festif de Yule. Ouais, mais il faudrait rien que la bûche et que la bûche elle soit creusée, trouver les morceaux de feuilles enfin pas de feuilles, mais tu vois, de branches de sapin. Et ouais, voilà. C'est ça, Véro. C'était plus raccordé au fait de Yule plutôt que de Noël. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Je m'organiserai l'année prochaine autrement. Jules César. Donc, je vous disais donc que les origines remontent quand même à la mythologie païenne. Hein. Coucou Karine, comment vas-tu? Donc, n'oubliez pas, on est encore sur des énergies païennes. Hein. Sous forme de la déesse Berchta qui évolua dans le folklore germanique pour devenir une bienveillante fée du foyer tout simplement. Son rôle initial consistait à conduire les enfants mort-nés vers le ciel lors de la nuit de Noël. Les racines de cette tradition peuvent ainsi remonter aux Celtes, où justement il y avait une figure féminine qui a incarné la fertilité, et les Scandinaves l'appelaient Sainte Lucie dans la célébration du 23 décembre et de son lien aussi avec la lumière, d'où on a pu s'inspirer en créant le Christkindl avec ces 4 bougies. Parce que ces bougies-là, je ne vous apprends rien, lorsque nous mettons des bougies quand nous sommes en enquête ou même quand nous les mettons chez nous,
c'est justement pour diriger les âmes vers la lumière. Donc c'est toujours dans ce but-là de montrer la lumière aux âmes des enfants euh, le 23 décembre. Donc vous voyez que dans les traditions, malgré tout, les histoires celtes et toutes ces histoires-là restent... oui, voilà, Sainte Lucie, Vierge et Martyr, exactement, Caro. Ces histoires-là restent aussi bien en Scandinavie que du côté celte, etc. Ben, ça reste quand même dans ce côté de l'avant et de la lumière. Y a pas de souci, Karine, voyons. J'espère que tu vas bien d'ailleurs. Ça me fait plaisir vraiment que tu reviennes sur les lives. Ça me faisait très très vite en fait de plus de voix parce que j'avais toujours eu l'habitude mais c'est pas grave que tu arrives en retard, t'arrives quand tu veux. Sainte patronne des ophtalmos aussi. Donc, au XVIe siècle, en réaction à la réforme protestante, cette déesse fut remplacée par le Christkindl. Encore une histoire de religion. Certains historiens vont suggérer que ce personnage pourrait être une déformation de la fête de Sainte-Lucie ou une création de Martin Luther pour rivaliser avec Saint-Nicolas, rejeté par les protestants. Cette tradition va s'étendre au XVIIIe siècle dans les campagnes catholiques allemandes, autrichiennes, alsaciennes, lorraine-allemande et à Strasbourg, le marché de Saint-Nicolas se transforme en Christkindlmarkt. Mais oui, bien sûr, Véro, tu sais, il y a des fois, elle termine très tard et en fait, elle arrive quand elle peut, tout simplement. Voilà. Quand vous êtes là, vous êtes là. On ne te passera pas au bûcher parce que tu es en retard. Il n'y a pas de retard. Tu viens quand il est l'heure pour toi, c'est tout. Exactement. Vous ne mettez pas la pression. Donc, l'image du Christkindl va permettre, lors de la réforme, de remplacer Saint-Nicolas, jugé trop ancien et trop catholique, et le changement de tradition sur près de un siècle entre la disparition de Saint-Nicolas et la première mention du Christkindl s'est accompli plus ou moins entre 1530 et 1536. C'est le pasteur Fliner qui va critiquer ces coutumes dites papistes en évoquant la tromperie envers les enfants. Et à travers les siècles, bien évidemment, la tradition du Christkindl va évoluer, perdant parfois de la signification originelle, bien évidemment, parce qu'il y a eu toutes ces réformes pour devenir vraiment une figure féminine qui va représenter la fertilité, qui va représenter aussi le renouveau cyclique de la nature. On en revient à Yule et à la signification initiale de cette figure emblématique. Eh bien, en fait, c'est aussi un héritage culturel qui persiste dans la célébration du Noël, tout simplement, à travers les régions germanophones. On a bien compris que tu arrives pour profiter de la téléportation. Des fois, j'arrive, elle va faire le raid, tu vois. Oui, c'est ça. Bah, c'est mercredi, je pense, hein. Je pense que c'est mercredi que t'es arrivé et que je venais de boucler le jeu.
Bah si on le sait, mais on ne le dit pas. Donc j'ai pêché une mini vidéo qui dure 30 secondes pour vous montrer par rapport... Oui, le mercredi c'est compliqué, mais je le sais Véro, je le sais. D'ailleurs, je voulais vous dire, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Mercredi, tu me parlais de Room, donc des jeux d'énigmes, et mon chéri a résolu mon problème de Room qui ne passait pas sur mon Twitch Studio. Ce qui veut dire que nous pourrons reprendre le Room 3 où nous nous étions arrêtés. Et après, nous pourrons prendre le 4. Ce que je ferai, c'est que je ne vais pas faire tout, enfin le round 3, si on le termine, on le termine. Hein. Mais ce que je pense faire, c'est que faut se remémorer où on est. On est en pleine énigme, Caro. Je peux te le dire. Et je ne le recommencerai pas, j'ai trop galéré. En fait, ce que je vais faire, c'est que je pense que une semaine, on fera Room. Une semaine, je ferai une mission Dreamlight. Ou peut-être qu'on commencera avec une mission de Disney. Et puis qu'on passera sur Room, comme je commence plus tôt. Et après, quand on aura fini les missions importantes, les petites missions, ça je les ferai de Disney, on fera une partie de Room, une partie de House Flipper, par exemple, du 2, on ira faire une mission d'une maison, et puis après on passera sur Room, et ainsi on passera sur 2 jeux. Oui, ou une semaine sur 2. Une semaine on fait Room, et une semaine on fait un autre jeu. Je peux faire ça. Vous me direz, je mettrai un post dans le Discord où je vous identifierai. C'est quoi Room, ma Lily? Désolée, je suis un peu perdue. Alors, Room, c'est un jeu d'énigmes, Karine, et on avait commencé tous ensemble, et tout le monde adhérait vachement au jeu, jusqu'au jour où je n'arrivais plus à le faire passer sur mon Twitch Studio. Et j'en parlais avec mon mari tout à l'heure, et il a trouvé. Alors tu vois, quand tu as marre de Room, tu passes sur un autre jeu. Aussi, oui, aussi. Alors, je vais vous passer la petite vidéo que... D'abord, je vais l'ouvrir. Que j'ai. Et j'ai celle aussi pour le dernier sujet. Attendez, hein. Je suis là. Je dois aller dans mon dossier Légendes de Noël. L'ouvrir là, mettre pause dessus. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Inutile de continuer de blablater. Voilà. Elle dure, ouais, exactement 30 secondes. Alors, tac, on va là. De rien, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci. Je vous la mets là, ainsi vous verrez plus ou moins à quoi ça ressemble quand eux ils le font en Alsace, tout simplement. Après Portugal, après justement, c'est celle qui vient après. Arrête de faire des bêtises, hein. D'accord? Quand je vous disais que ça durait 30 secondes, je ne vous mentais pas. Hein. J'ai pris vraiment quelque chose de très court. Après, c'est aussi parce que après, quand mes lives ils vont aller sur YouTube, je veux pas avoir la censure. On dirait un peu un carnaval. C'est à peu près ça, oui. Des troubadours, monseigneur. Oui, hein, mais tu viens quand tu veux, quand tu sais venir. Dis-toi, le lundi, le mercredi et le
vendredi, je fais des lives. Le lundi, c'est toujours avec Tony, sauf quand il n'est pas disponible, comme le dernier lundi du mois. Le mercredi, c'est toujours du jeu. Et le vendredi, soit on fait des analyses d'enquête, soit on fait, on parle de légendes, on parle de mythes, on parle de paranormal, histoire paranormale, on fait des analyses d'enquête, etc. Et un lundi par mois, on va en enquête avec Mimi. Voilà. On apporte les poulards, les jambonneaux, les oies farcies, tout ce que vous voulez. Voilà. J'ai tout noté, Malili, vos dates à tous les deux, mais parfois je finis un peu tard. Mais ne t'inquiète pas. Et alors, Tony, sur YouTube avec Philippe, sur la chaîne Ici on parlait, c'est le mardi. Et le jeudi, il fait sur Twitch. D'ailleurs, hier, vous savez quoi? J'avais oublié que nous étions jeudi. J'ai oublié le live de Tony. Voilà. Et comme j'avais pas ouvert mon Twitch Studio, hein, je te jure, j'ai oublié que nous y étions jeudi. Et ouais, ça, c'est du Lily, hein. Voilà. J'avais ouvert, j'étais occupée ici à jouer à mon nouveau jeu. Et j'avais ouvert mon Google ici avec ma page ouverte pour quand Simia allait commencer son live. Et puis j'ai laissé ça comme ça. Quand le Simia a commencé son live, ça s'est lancé tout seul. Après, il a commencé vachement plus tard. Et en fait, moi, je n'ai pas la présence d'esprit d'aller voir. Et comme j'avais pas ouvert mon Discord, vous savez, mon Discord, quand il y a un live qui se lance, ça fait bip bip, bip bip, bip bip. Sauf que là, comme je l'avais pas ouvert, ça n'a pas fait bip bip. C'est sorcellerie, monseigneur. Elle boit dans un mini chaudron, c'est ça. On attend la Saint-Jean pour l'enflammer. C'était sur l'enfant intérieur. C'est pas grave, de toute façon, il y a les replays, mais bon. Ah, merci, Karine, ça fait plaisir. Bibi a dû tomber dans un ravin, encore une fois. C'est moi, dans toute ma splendeur. Écoutez, on ne me changera plus. Hein. Alors, maintenant, nous allons passer sur quelque chose qui est un peu plus crépi. Nous allons parler de la légende du croque-mitaine qui effraie la moitié du monde. Ce croque-mitaine s'appelle le coco. C'est pas le Covid, hein. Ça n'a rien à voir. Il est 22h, n'importe quel jour de la semaine, une femme tente de mettre au lit son enfant qui refuse d'aller se coucher. Après avoir eu le refus intempestif de son enfant, elle le borde dans les draps, mais pour s'assurer que l'enfant ne se lèvera pas et qu'il dormira comme il l'a fait toutes les autres nuits où il a fait. Elle va chanter dors mon enfant, dors maintenant, sinon le coco arrivera et te mangera. Il s'agit d'une figure de contrôle et de pédagogie sinistre, mais la question est d'où vient ce mythe? C'est un sacré coco celui-là. C'est pas moi non plus le coco. Le croque-mitaine comme Stephen King. Après, il y a plein de croque-mitaines. Mais celui-là,
Dors mon petit quinquin, mon gros. Oui, ça, moi je dis, on chantait ça à ma fille, mais ça date, hein, mon gros pouchin. Il te fera du chagrin si dors nain jusqu'à demain. Alors, le lieu de naissance de cette légende qui s'étend jusqu'aux confins de l'imagination, c'est la vérité, c'est que la figure du coco, largement utilisée en Espagne, n'est ni l'époque ni le lieu d'origine précis, parce que la légende s'étend bien au-delà des limites de l'imagination. L'historien Rodrigo Caro du, du XVIIe siècle a affirmé que ces monstres d'enfants remontent à l'époque grecque et romane, et à son tour le poète romain Persius Flaccus crédite leurs existences dès le 1er siècle. Oui, tout à fait, il y a énormément de choses à dire, mais j'ai réussi à apprécier le peu que j'ai pu entendre. Oui, il y a beaucoup à dire sur l'enfant intérieur, ça je suis bien d'accord. Ce que l'on sait, c'est qu'il est apparu pour la première fois par écrit en Espagne en 1445. C'est un poète qui s'appelait Anton de Montero qui mentionne le coco pour la première fois dans un recueil de poésie. Selon les anthropologues Alberto del Campo et Fernando Ruiz, entre le 5e et le 17e siècle, le coco était une figure largement diffusée. Miguel de Cervantes et Francisco de Quevedo sont parmi les nombreux auteurs qui ont mentionné ce monstre dans leurs écrits. Non, il ne met pas de arrobase. C'est dû à la mise à jour en fait. C'est à la mise à jour parce que il faut montrer que l'être humain peut être remplacé par l'IA. C'est juste ça. Petit aparté. De même, les étymologistes Caro Minas et Pasquel vont affirmer que le coco était le premier nom enfantin pour certains fruits qui étaient ronds. Et par comparaison, ils ont ensuite été appliqués aux fantômes, puis le fruit du cocotier qui a été nommé ainsi. En conclusion, d'abord le monstre, puis la noix de coco. Pourquoi ? Parce que le fruit ressemblait à un visage poilu avec des yeux et une bouche. Caro. C'est lui le crush à Caro. C'est vrai ça, Caro, t'as jamais essayé de lui faire du rentre-dedans depuis qu'il a évolué? Alors, d'ailleurs, dans le jeu, pour ceux qui regardent Disney Dreamlight Valley, rappelez-vous, Gaston, quand il se retrouve seul, il a utilisé une noix de coco pour en faire un visage, pour avoir un compagnon avec qui discuter. Donc, du coup, on rebondit sur quelque chose que l'on a vu vraiment. Alors, toujours dans le même cadre du mystère,
qui entoure ce monstre, le coco, ne prend pas non plus une forme physique spécifique. Pour les Portugais, oui, aussi, Xo. Faut dire son nom. Donc je disais, pour les Portugais, c'est un dragon qui est représenté chaque année lors de la célébration du Corpus Christi. Dans les Asturies, comme le soulignent les anthropologues Del Campo et Ruiz, le coco prend la forme d'un géant avec des yeux de feu, à la bouche en forme de panier, à l'estomac énorme, tout poilu et noir comme un tison. En fait, ce qu'il y a, c'est que le coco pourrait bien être comparé à une sorte de Bogart, cette créature, vous savez, qu'on voit dans le monde magique de Harry Potter, qui prend la forme qui effraie le plus la personne qui est en face d'elle. Le poète Gracia Lorca, toujours attentif à la culture populaire, va souligner la force magique du coco est précisément son caractère flou. Il ne peut jamais apparaître même s'il hante les pièces. Où c'est intéressant, l'histoire de ce coco, justement, c'est par rapport aux histoires que l'on raconte et qui sont créées au fond de nous. Si par exemple on a la peur de quelque chose, eh bien on le traduit sous ce que notre subconscient nous fait peur. C'est ça, comme un épouvantail. C'est exactement ça. Certains vont le voir grand, poilu, avec des dents. Certains vont le voir noir, mais pas poilu, avec des grands doigts, etc., etc. C'est selon les ressentis de tout à chacun. Le but est de toute façon faire peur aux enfants. On ne sait pas s'il est apparu pour la première fois, mais où il est apparu vraiment. Mais le coco habite l'imaginaire collectif de la moitié du monde, surtout dans les pays hispanophones et dans les pays d'Amérique latine, comme l'Argentine par exemple, Porto Rico, la Bolivie, où il est appelé le cuco. Tandis qu'au Brésil, il est connu sous le nom de cuca. En Bulgarie, il devient le redoutable torbolan. Et dans les pays nordiques comme le Danemark, la Norvège, il s'appelle le busmanden. De même au Portugal, en Espagne et au Mexique, il est connu sous le nom de coco. Un nom qui diffère même selon la province où il se trouve. Et s'il y a une chose que les femmes et les hommes du monde entier semblent avoir en commun, c'est bien l'envie d'endormir leurs petits-enfants. Et on le sait, le coco est le nom que l'on utilise pour leur faire peur et pour les astreindre à dormir. Dans une des interprétations du mythe, le coco porte le nom de Bloody Bones. On parle d'une créature qui est répertoriée par l'écrivain américain John Locke en 1693, dont l'origine se trouve au Royaume-Uni. Et ça va s'étendre jusqu'aux États-Unis. Justement, on en a parlé sur la chaîne à Philippe et Tony de la paralysie du sommeil. On dit que cette créature vit près des étangs,
Selon l'auteur Rutong Bloodybone, attend, assis sur un tas d'os rongés qui a appartenu à des enfants qui ont dit des mensonges et des gros mots, tout simplement. Coucou Mimi, c'est aussi simple que ça. Donc c'est selon la représentation de chacun. Le redoutable Coco est également connu sous le nom de Boogeyman. Dans ce cas-là, c'est une version qui viendrait d'Écosse et on dit que le croque-mitaine attend comme un travailleur acharné de monstres ici derrière les lits des enfants. Il est toujours prêt à bondir sur sa proie. Le boogeyman y danse. Sur sa proie, et le Coco a en somme une variété infinie de versions. Il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts depuis la première mention écrite en Espagne du Coco. Néanmoins, son mythe reste toujours vivant dans le monde entier. Ça va et toi, Mimi, ça va? Alors, il faut savoir que le boogeyman, c'est un croque-mitaine aussi qui doit son nom. Boogeyman, ça veut dire en anglais croque-mitaine. Et ce sont pendant les Allemands, ils l'appelaient le Pussman, qui apparaît dans les chansons enfantines allemandes. Mais le boogeyman en lui-même, c'est le nouveau pré-workout de... Comment je vais t'expliquer ça? C'est un croque-mitaine, le boogeyman. Pas de boogie-woogie avant vos prières du soir. Le boogeyman, c'est... Il y a eu des films sur le boogeyman. Et du coup, toi, tu connais pas parce que tu n'as jamais vu les films, je pense. Sinon, lui aussi, le boogeyman, si tu veux, il a été un peu associé aussi au croque-mitaine, au père... Oui, croque-mitaine, j'ai déjà dit. Au père fouettard, etc. C'est un peu ça, le boogeyman. Donc voilà. Coucou Gigi, comment vas-tu, ami du Québec? Comment ça se passe par chez toi? Est-ce qu'il fait froid? Est-ce que tu as de la neige? Mais le boogie-woogie, c'était une histoire de bûcheron dans la communauté noire, si je ne dis pas de bêtises. Je vais bien, merci, et toi, ça va bien? Fait froid par chez toi? Je pense qu'il doit faire froid, hein. Je pense qu'il doit faire froid. Après, ça dépend de à quel endroit on est. Il fait pas vraiment froid, moins 10 degrés environ. Il y a eu de là, plus l'autre. Alors, on va avoir un Noël brun. Ah, vous aurez pas de neige? Tabernacle. Comment vaincre le croque-mitaine? Eh bien, la chose la plus simple pour ne pas croire au croque-mitaine, c'est de ne pas raconter ces histoires-là aux enfants. Parce que justement, on essaye de faire comprendre aux enfants, quand les enfants viennent vous voir et qu'ils vous racontent des histoires paranormales, qu'ils ont vu justement le fameux... dont on parlait avec Tony il n'y a pas longtemps sur son live, le Ant-Man ou le Shadow People,
eh bien, c'est aussi une création de l'être humain. Euh, c'est ce qu'il voit et qui retranscrit et qui répète. Donc il suffit que quelqu'un ait rêvé de telle ou telle chose et c'est ancré vraiment, ces croque-mitaines sont vraiment ancrés de façon à faire peur aux enfants. Sauf que ben, le Ant-Man ou le Shadow People, c'est plus... voilà, c'est comme ça, c'est plus des légendes urbaines. Je regrette pas la neige, j'ai toujours des problèmes de neige, l'auto, et d'attendre que le déneigeur passe. Il doit déblayer mon auto à toutes les 2 heures de la rue. Ouais, mais ça, je sais. Je sais parce que, comment, j'avais une amie, enfin, j'ai toujours une amie qui habite au Québec, sauf que j'ai perdu complètement contact avec elle. Et on s'est connus quand on était enfant et elle m'envoyait régulièrement des photos et la neige là-bas, elle habitait à Montréal et je me souviens que ils avaient tracé la route, donc ils avaient déblayé la route et je me rappelle d'elle et qu'il y avait derrière elle de la neige qui était plus haut qu'elle et c'était entre deux routes. Donc je me suis toujours imaginé euh, que chez vous il y avait énormément de neige. Donc, si vos enfants n'ont pas envie de dormir, moi, je conseillerais toujours de ne pas parler de croque-mitaine, etc. Justement parce que ça ne sert à rien de faire peur à des enfants pour les faire dormir. Et de là, après, ce qu'il en suit, c'est que si, par exemple, ils vivent des histoires de ce genre, peut-être qui sont à ce moment-là paranormales, peut-être que justement ils hésiteront à venir vous en parler parce que vous avez essayé de leur faire peur avec une histoire qui leur fait peur et du coup moi je trouve que c'est pas une bonne idée. Oui, viens nous rejoindre dans le Discord. Mais tu ne streames plus du coup Gigi, je te vois plus jamais streamer depuis déjà un moment. Faire dormir des enfants en parlant d'histoires qui font peur, c'est peut-être pas la bonne technique, ouais. Pourquoi justement on a donné ce nom croque-mitaine, Malélie? Désolée. Ben en fait, croque-mitaine, ça a été traduit de boogeyman, qui vient de la consonance allemande. Donc le croque-mitaine, ça vient du boogeyman, et boogeyman, ça vient de l'Allemagne. Eh bien, qu'est-ce qui se passe dans le Discord? C'est quoi ce bazar? Bon, attendez, je vais voir parce que ça fait que biper. Euh, Signal, on sait son live, ok. Mais après. Ah, mais oui, c'est peut-être Gigi qui a rejoint. Ah, ben voilà, c'est pour ça. Ok, voilà, j'ai trouvé. On fait un coucou à Gigi. Oui, je viens de lui faire un coucou aussi. Je suis trop. Donc, comme je te le disais, Karine, en fait, le boogeyman, c'est un mot qui est anglais et qui signifie croque-mitaine. Mais la consonance vient de l'allemand Budzemann et le Budzemann a été traduit en anglais et est devenu boogeyman. Le Budzemann, c'est un personnage qui apparaît dans une chanson enfantine qui s'appelle Estan Zayn Biban Budzemann. Et justement, dans cette histoire-là, on parle justement du croque-mitaine. Voilà. Après, il y en a plein de croque-mitaines, hein. Vous avez le pitch, vous avez plein d'histoires, de folklore autour du boogeyman. Il y a même un film hein, sur le boogeyman, sauf que ça s'écrit pas tout à fait de la même façon.
Mais voilà, c'est toujours une histoire de- d'invention humaine. Merci beaucoup, Malili, pour ton savoir. C'est rien. Ah. Mais il y a les films, attendez, je veux bien regarder si vous voulez, s'il y en a qui connaissent pas. Boogeyman 2023, tiens, ils en ont sorti un nouveau. Sinon, il y en a un qui est sorti en 2008. Où est-ce qu'il est ce film? Après, je vais vous montrer le lien vidéo. Le Croque-Mitaine 2023. Un film américain réalisé par Rob Savage, sorti en 2023. Il s'agit de l'adaptation de la nouvelle Le Croque-Mitaine de Stephen King, dont parlait tout à l'heure Ryan. Initialement publié en 1973 dans le magazine Cavalier, puis dans le recueil Danse macabre. Encore sous le choc de la tragédie, de la mort tragique de leur mère, Sadie, une adolescente, et sa petite sœur Sawyer se retrouvent en proie à une dangereuse et terrifiante présence maléfique dans leur maison. Elles vont tenter de lutter en essayant de compter sur l'aide du père Will, encore très marqué par le décès de sa femme. En fait, c'est encore une histoire qui va tourner sur le paranormal, alors que le croque-mitaine n'a à la base rien à voir avec le paranormal. Donc voilà. Mais si vous voulez, un jour, je peux rechercher toutes les sortes de croque-mitaines qu'il y a à droite et à gauche. Et il n'est pas loin de chez moi. Il est à Roubaix. Je suis embêtante, mais pourquoi le croque-mitaine, justement, s'en prend qu'aux enfants, même si cela doit être fantastique, plus fantastique que réel? Parce qu'on a inventé ça, c'est pour leur faire peur, pour qu'ils dorment la nuit. C'est ce que j'expliquais au début. Ça a été créé parce que les enfants ne voulaient pas dormir et alors on leur a dit attention, il y a le coco qui va venir te chercher ou il y a le boogeyman qui va venir te chercher. J'ai mis une photo sur Discord de la neige devant chez moi. Ah, je vais aller voir, attends. T'as mis ça dans quoi? T'as mis ça dans photo? Ah ouais, quand même. La neige au Québec en date du 22 décembre 2023 devant chez moi. On va avoir un Noël brun. Ouais, c'est vrai que c'est... Non, s'il n'y a pas trop de neige, franchement, on dirait que c'est chez nous quand il neige. Ça me fait penser à la mère Fouettard. Ah ben justement, on en parlait justement en début de live. On a parlé justement de Hans Trapp et de... Oh, aidez-moi, je ne reviens plus sur le nom maintenant. De Kindle... Kindle machin truc bidule. Mon cerveau m'a perdu. Euh, allez, hein, cerveau réfléchit. Chris Kindle, voilà. Au début de l'hiver, on a eu 50 centimètres et de la pluie en début de semaine a fait fondre une bonne partie. Ouais, c'est vrai que pour un début d'hiver, j'ai vu plus de neige que ça au Québec par le passé. Bon, je vais vous montrer donc la petite vidéo qui a à voir avec tac, qui a à voir justement avec l'histoire du coco. Tac. Ah non, c'est pas celle-là. Ça, c'était la première. Je me trompe, voyez, hein. Dans les coins
coins sombres de l'Espagne et du Portugal, on raconte des histoires terrifiantes de El Cuco, une créature malveillante qui se nourrit des cauchemars des enfants. On dit que si vous ne dormez pas assez, El Cuco peut vous prendre pour cible et vous hanter jusqu'à que vous sombriez dans la folie. Sa silhouette inquiétante hante les rues la nuit. Il n'y a pas de description générale du Cuco en ce qui concerne les descriptions du visage ou du corps, mais il est dit que ces êtres changeant de forme en permanence sont horribles à regarder. Le Cuco est aussi décrit comme une figure sans forme, parfois un monstre poilu qui se cache dans des placards ou sous les lits. Les mères en parlent à leurs enfants pour les inciter à se coucher tôt. Alors méfiez-vous d'El Cuco, car une fois qu'il vous aura repéré, il ne vous laissera jamais en paix. Voilà. Oh mon Dieu, que c'est affreux. Tu t'imagines comme quoi les enfants... Oups. Tu t'imagines comme quoi les enfants, ils ont vraiment peur et qu'ils préfèrent dormir. Hein. Donc, c'est toutes les représentations qu'on parle. Ouais, le El Cuco, le Coco, il a le Cuca, il a plein de noms différents, mais il représente la même chose, tout simplement. Donc voilà, voilà. Donc c'est lui, la fameuse main souliée étant gosse. Oui, c'est lui, Ryan. Ou dans les placards, on voit ça parfois dans les films. Les enfants qui ont peur, qui ont justement peur de... qui entendent du bruit dans les placards et qui ont peur et qui disent qu'ils voient quelque chose avec des yeux brillants dans leur garde-robe, etc. Eh bien, ça fait partie de la légende du croque-mitaine et le croque-mitaine fait partie du Coco. Je trouve déjà que la grand-mère méchant loup, c'est effrayant, mais là, il y a de quoi traumatiser les gosses. Ah, tu parles de l'histoire du chaperon rouge et des trois petits cochons et du grand méchant loup du chaperon rouge de Perrault. Déjà, ils sont à l'avance. Après, Roubaix, c'est chaud, non, Xo? Moi, j'ai toujours entendu que c'était un coin qui était chaud. Après, ça doit dépendre peut-être des endroits. Non, il y a des parents qui disent que le grand méchant loup rôde le soir. Ah, d'accord, ok. Ici aussi, on a eu. Ici, c'est le calme plat. Il fait tellement calme qu'on entendrait un paix de mouche. Bah, ça dépend, je suis séparée du pont avec les trois ponts. Ouais, donc toi, tu es dans un endroit plus calme. Parce que je sais bien que on m'a toujours dit que Roubaix, c'était assez mouvementé comme endroit. Il y a quelques quartiers relativement tranquilles à Roubaix. Ouais, je pense que ça dépend des endroits. Pendant les émeutes, il y a eu un hélicoptère. Ah, ça ne m'étonne même pas. Ça ne m'étonne pas du tout. J'habitais à la Fosse aux Chênes. Ah, tu étais à Roubaix, toi, Caro? Je me rappelais plus. Tu as sûrement déjà dû me le dire, mais j'ai pas percuté plus que ça. J'ai vécu 13 ans à Roubaix. Ah ouais, quand même. Ah, t'étais vraiment tout près, hein. La pire erreur de ma vie. Dis-toi que c'était une évolution, tout simplement. Il fallait ça pour avancer. Donc voilà. Oh, excusez-moi. Sur Waterloos, tout petit. Waterloos, c'est où ça, Waterloos? C'est aussi dans le Schnorr, je me doute, mais...
T'es en retard sur les messages. C'est ça. C'est chouchoute. On prononce pas le S. Waterloo. C'est pas loin de Waterloo, du coup, le nom. Waterloo. Waterloo. C'est juste à côté de Tourcoing et de Roubaix. Ouais, toi, t'as Tourcoing. Je sais bien, Tournai, Roubaix, c'est juste à côté, hein. Comme Condé, hein. Condé sur l'Escaut, j'ai déjà été plein de fois, moi, à Condé. D'ailleurs, j'avais toujours dit que je vous ferais un vlog à Condé et j'ai même pas encore été. J'adore le coin du château de Condé, tout ça. Je trouve ça magnifique. Et cette année-ci, on était, c'était l'enfer pour y aller parce qu'il faisait trop chaud. Et après, il y a les endroits. Ouais, ouais, je suis toujours en Belgique, mais je suis frontalière, moi. Donc, je fais quelques kilomètres, je suis en France. Ben oui, je me doute. Et du coup, j'allais pas mal, on a été pas mal à Condé-sur-Lescaut. Et j'avais toujours dit que j'y retournerais pour vous faire un vlog, pour vous faire découvrir tout le côté, tout ce côté-là. Mais il faut aller au moment non vacancier. Parce qu'il y a les pédalos, les plaines de jeux, etc. Oui, je pense aussi, hein, tous les frontaliers font ça, bien sûr. Bah, disons, je fais ouais, 8-9 kilomètres et je passe la frontière, hein. Dour, Quiévrain, et puis c'est la France. Après, Dour, Ouéry, et on est à Marchipont aussi. Marchipont, vous avez le côté français et le côté belge, puisque Marchipont est coupé en deux. Et quand vous passez dans les petits chemins de campagne, et ben vous avez le côté, donc dans le sentier, vous avez un côté qui est français et un côté qui est belge. Donc il y a des champs français et des champs belges. Et vous passez au milieu. C'est déjà fait, Caro. C'est déjà fait. Oui, exactement. Moi, je viens acheter ma Volvic. Enfin, moi, il y a pas que mon eau que j'achète en France, hein. J'achète tout en France. Moi, on me reconnaît pas avec mon caddie, moi. Parce que j'ai pas de caddie. J'amène que ma voiture. Mais non, hein, moi, je prends vraiment 6 euros, 6 coca du litre, 6 coca chéri et de la fraise. J'en ai plus, je vais en rechercher. Tu trouves plus maintenant, Karine? Depuis que ça a été interdit, tu trouves plus. Mon fils avait trouvé quelqu'un qui le faisait et ça n'a pas duré longtemps, hein. 2 fois et après terminé, hein. C'est vraiment interdit. Interdit, interdit. C'est vraiment la galère. Mais j'avoue que c'était vachement bien. Déjà, il y avait déjà pas tous les produits nocifs, etc. Qu'il y a et qui vous poussent à fumer. Aussi, aussi, Caro. Enfin voilà, on refera pas le monde, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, on va faire le raid. Oui, on va faire le raid. Simia est sur du modalisme, rénovation, maquette de crèche, etc. Euh, on se retrouve sinon, bien sûr, que sur les tasses remplissent les poches quand même, bien sûr. Moi, je le prends en tabac. Je prends pas de cigarette.
Bien sûr que c'est une histoire d'argent. Donc on se retrouve lundi. Donc je vais faire des recherches par rapport à ce que vous m'avez demandé et ce dont on a parlé tout à l'heure, parce qu'il y a des choses que je connais, mais des choses que je ne connais pas. Donc par rapport au Grinch et tout ça, ça je savais, le Père Noël vert, etc. je savais. Mais par rapport à ce que vous m'avez dit, par rapport aux cheveux d'ange, j'avais déjà entendu parler. Mais je vais faire une recherche, mais on fera tout ça lundi avec Tony. On sera dans les énergies de Noël de toute façon, donc on va y rester. Tu ne sais pas tout, mais... Donc je vous souhaite à tous un excellent réveillon de Noël. Profitez de votre famille, profitez de vos amis si vous êtes avec vos amis, profitez de votre chéri si vous êtes avec votre chéri, de votre chat ou de vos animaux si vous êtes avec vos animaux. Profitez de la vie. On se retrouve lundi. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. On arrive dans quelques minutes. Ok, bon, ça marche. Oh là là, le raid qui arrive au bon... Oh, Lily, Lily, j'ai plus de voix. Lily, j'ai plus de voix, j'arrive plus là.